Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté des showrunners, des créateurs de séries, du côté de ces gens-là, parce que pour 2024, il y a eu un pétage de plomb général, étant donné que des séries produites en 2024, on en a eu beaucoup. Beaucoup trop. Et ça m'a fait penser à cette maxime, maintenant que je fais le bilan, j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette citation. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et ce serait pas mal que certains adoptent cette stratégie au pied de la lettre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes bien installés et que vous vous apprêtez à conclure en beauté cette année 2024 pour rentrer en 2025. On y arrive, je sais qu'à chaque fois je répète ça sans arrêt, mais j'ai encore du mal à réaliser que ça y est, on arrive en 2025, on est dans le quart du siècle. Ça va vite, beaucoup trop vite pour moi. Je vous ai produit mon top 10 spécial pire film hollywoodien, mon top 10 spécial pire film français, et maintenant il est temps que je vous partage mon top 10 spécial pire série, car, comme je l'ai dit, on en a eu beaucoup, on a eu beaucoup de bonnes séries bien sûr, et j'en parlerai dans mon top 10 spécial meilleure série de l'année. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler des pires séries de l'année, car il y a dans le lot un bon paquet qui sont de véritables cas d'école, et il faut qu'on en parle. Je vous souhaite un excellent visionnage, on se retrouve en commentaire pour en discuter. En 10e position, je vais commencer soft avec une bonne série que j'ai trouvée tout simplement insupportable. Tulsa King, saison 2. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais agréablement surpris de découvrir Sylvester Stallone dans une série télé. Franchement, c'était génial, hein, une série en plus pilotée par Taylor Sheridan. Monsieur Son of Anarchy, Monsieur Yellowstone, Monsieur beaucoup trop de production à son actif en très peu de temps, j'ai envie de dire, car malheureusement, j'ai bien l'impression que Taylor Sheridan se guérit de cheese. Le gars, il enchaîne les projets sans s'arrêter, et malheureusement, comme je l'ai dit, la qualité avant la quantité. Et le problème, c'est que Sheridan a privilégié à fond la carte quantité, et ça se ressent. Et surtout, ça s'est ressenti pour la saison 2 de Tulsa King, sans aucun doute la pire série réalisée par Sheridan. En soi, du point de vue technique, mise en scène, acting, il n'y a rien à dire, c'est exactement comme pour la première saison, seulement, Sheridan, on sent qu'il s'est pas du tout cassé le cul. La grosse valeur ajoutée de cette série, c'est le méchant, à savoir Frank Grillo, l'excellentissime Frank Grillo, un gars que j'aurais adoré voir en face à face contre Stallone, mais genre 10 ans en arrière, ça aurait été très bien. Là, malheureusement, ce face-à-face arrive trop tard, et on a affaire ici, je pense, à une des séries les plus molles de l'année, une série qui à chaque fois vous tease quelque chose, mais qui vous apporte absolument rien. Et vraiment, j'ai lutté pour ne pas m'endormir devant ce truc. Je me disais, ok, c'est cool, très bien, on revoit toute la fine équipe, c'est intéressant, mais comme je l'ai dit, Taylor Sheridan se guérit de cheese, ou plutôt, encore pire, il se Sheridanise, car maintenant Taylor Sheridan, il est devenu l'ombre de lui-même. Il nous sort sans arrêt sa même chose, et déjà, en soi, j'ai envie de dire que son style était déjà bien ancré dans Son of Anarchy. Un truc qui m'a toujours dérangé dans Son of Anarchy, c'est ces personnages, des personnages hyper badass, hyper solides, hyper virils, tout ça. Les gars, c'est des guerriers, c'est des alphas absolus, mais en même temps, ces mecs-là, ils parlent de leur meuf comme s'ils parlaient de leur mère. Ça m'a toujours un peu dérangé. Il y a un côté un peu bizarre, dans le sens où les gars sont super virils, super strong, et en même temps super émotifs. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment ce qui m'a fait décrocher de cette série. Niveau travail des personnages, niveau relationnel, on est très loin de ce qu'on a vu par exemple dans des séries comme Breaking Bad ou encore les premières saisons de The Walking Dead qui pour le coup étaient très matures, très adultes. J'avais bien kiffé son Yellowstone, notamment les premières saisons, mais j'ai commencé à décrocher à force de voir Bess Dutton, cette actrice qui devient insupportable avec le temps parce qu'elle surjoue sans arrêt la meuf hyper virile, qui a toujours des punchlines, qui a toujours le mot qu'il faut. Systématiquement, la nana, elle arrivait toujours à sortir la phrase qu'il fallait, au moment où il fallait, c'en était risible, parce qu'on sentait aucune authenticité, même Kevin Costner, à force, le mec, il finit par, comment dire, pas par cabotiner, mais par devenir une espèce de cliché ambulant de propriétaire terrien, cowboy hyper bourru, machin, bon bref, c'est encore autre chose, mais Taylor Sheridan, j'ai repéré chez lui quelques patterns, ou je sais pas quoi, quelques éléments qui nous ressortent sans arrêt, et à force, ça devenait fatigant. Et j'espérais que pour Tulsa King, saison 2, il se ressaisisse et nous propose quelque chose de différent. D'autant plus que il y a eu un petit temps de préparation entre la première et la deuxième saison. Or non, cette saison est extrêmement chiante, ça met 15 plombes avant de s'installer, il se passe absolument rien. J'ai fini par décrocher au bout du 4e épisode, après qu'on m'ait vendu les 3 premiers épisodes comme les meilleurs épisodes de toute série confondue de l'année. Vraiment, j'ai lu ça dans pas mal d'articles, notamment l'épisode 3. On m'a vendu l'épisode 3 comme un épisode absolument grandiose, avec un final qui nous laisse sur un cliffhanger de zinzin. Or, non, absolument rien, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien de ouf. Et j'ai eu le sentiment d'avoir été trahi par cette saison, par Sheridan, qui a littéralement bousillé sa licence Tulsa King, parce que c'est la seule série où on aura vu Stallone. Et
il aura foiré ça, quoi. Il aura réussi la première saison, mais il aura planté lamentablement la deuxième. Et je peux vite fait parler de ce qui me dérange le plus dans cette série. C'est notamment les personnages qui ont des citations, enfin un phrasé très cliché, pas vraiment, comment dire, on ressent aucune authenticité, et c'est ça qui me dérange. Moi j'aime bien quand il y a une espèce de, je veux pas dire de réalisme, mais quand ça réagit au tac, quand il y a une certaine forme de dynamisme, de réalisme tout simplement. Or là, on a le sentiment que les mecs se contentent simplement de réciter leur texte, lâchent un petit sourire, lancent une petite punchline, c'est ça non-stop. Et bien évidemment, on ne ressent presque aucune tension pour les personnages, on sait très bien qu'ils vont survivre, on sait très bien qu'ils vont s'en sortir, on sait très bien qu'il n'y aura rien de ouf, et même si ça arrive, en soi, on n'est pas tellement choqué. Pour moi, c'était une belle déception, vaut mieux se contenter simplement de la première saison. La deuxième n'apporte absolument rien. Et à la base, sachez qu'à la place de Tulsa King saison 2, je voulais mettre, en numéro 10, je voulais mettre la saison 2 de Reacher, qui pareil, est assez ennuyeuse, mais le temps pour s'installer, tout ça. La première saison avait un peu de surprise, c'était assez frais, c'était nouveau, on découvrait un nouveau Reacher, très très loin de ce qu'on avait vu avec Tom Cruise, c'était beaucoup plus fidèle au bouquin. Et le truc, c'est que ces deux séries, Tulsa King comme Reacher saison 2, eh bien, ça manque d'âme, ça manque de dynamisme, ça manque de quelque chose, ça manque de ce truc qui font que certaines saisons, certaines séries sont inoubliables. Or là, il y a les moyens, il y a les acteurs, il y a tout ce qu'il faut, il y a le grand réalisateur derrière, il y a absolument tous les éléments qui font que ces séries devraient être réussies. Or non, elles ne le sont pas parce que tout simplement, on s'ennuie, on s'emmerde, et il manque cette touche, cette niaque, cette patte qui fait que ces séries auraient dû être beaucoup plus vivantes. Je mets honnêtement Reacher saison 2 et Tulsa King saison 2 dans le même panier, parce que ces deux séries, du point de vue de la valeur ajoutée, c'est le néant absolu. En 9ème position, une série française, produite par Netflix, avec Pierre Ninet et François Civil. Ça part très mal. La série Fiasco. Alors, comment on peut oser sortir une série pareille en 2024 ? C'est la grande question, sachant que 15 ans avant, Eric Judor nous sortait Platane, qui était une série quand même relativement intelligente, drôle, originale, en soi des qualités qui sont à des années-lumière de ce que j'ai vu dans Fiasco. Alors Fiasco en soi n'est pas une ultra méga mauvaise série, c'est pas la pire série de l'année, loin de là, c'est pas vraiment mauvais, mais c'est pas non plus transcendant. Et ce qui m'a le plus insupporté dans cette série, c'est que une fois de plus, on est dans la consanguinité artistique française. La série Fiasco, c'est quoi ? C'est une histoire de réalisateur qui se retrouve en galère au cours d'un tournage de film français. Wow, super. C'est pas comme si des gens se tapaient du Pierre Ninet, du François Civil matin, midi et soir, au cinéma, sur internet, à la télé, machin. Il faut qu'en plus on s'en tape en série, et il faut que par-dessus le marché, la production en question ait pour thème principal le cinéma, le monde culturo-mondain, le monde des acteurs. Oh. Alors cette série en soi devrait peut-être plaire à ceux qui ont adoré la comédie Five avec Igor Gottesman, je sais plus quoi, enfin c'est toute la clique, hein, Pierre Ninet, Gottesman, François Civil. Moi personnellement j'ai pas tellement accroché parce que c'est je vais pas dire que c'est de l'humour parisiano-bourgeois, mais presque, hein, ça me parle pas vraiment. C'est un humour vaguement jeune, vaguement branché, ça me parle pas, c'est pas du tout mon monde, et pourtant j'ai essayé de me mettre dedans, je les ai consommés ces épisodes, hein. Je me rappelle très bien de certaines scènes, certains moments d'ailleurs pseudo, ça se veut original, ça se veut transgressif, comme le passage de la grand-mère, hein, qui en réalité était une collabo, hein, avec son grenier aménagé où il y a tous les uniformes, tout ça machin. Oh là là, super, mais quelle originalité, vraiment, c'est du... On n'a pas vu ça depuis Michael Youn quand il se déguisait en Hitler dans BDE, quoi. Et, enfin, bref, c'est... Bon, c'est la série française, hein, sans grande originalité, sans grande nouveauté. Bon, bah, rien de nouveau, voilà, rien de neuf, hein. Rien d'exceptionnel, ce n'est pas mauvais, c'est ça le pire, c'est que ce n'est pas mauvais, c'est comme Tulsa King saison 2. Ce sont pas des mauvaises séries à proprement parler. L'acting est correct, Pierre Ninet, je l'ai pas trouvé spécialement mauvais. On a également Vincent Cassel qui nous fait un petit guest, hein, qui fait du Vincent Cassel, comme il a toujours fait d'ailleurs. Je crois que Vincent Cassel, c'est un gars qui est très bon pour jouer Vincent Cassel. Et même ça m'a pas tant dérangé, même si on sent à fond qu'il le joue sur le côté. Oh là là, vous avez vu, on fait une guest dans un film qui n'est pas réellement un film, vous avez vu comment c'est méta. Mais ça n'a pas suffi, ça ne rend pas pour autant la série inoubliable. Et si personnellement je ne l'oublie pas, parce que j'ai une mémoire d'éléphant à ce niveau-là, je vais pas la mettre, dans le top du top du top des séries que je vais montrer à mes copains, quoi. Si vous allez chez un pote et qu'il vous montre Fiasco, j'ai pas envie de dire changer de pote, mais presque, hein. Parce qu'il y a beaucoup mieux à vous montrer en termes de séries françaises, hein, comme par exemple Platane, ou encore Alphonse, sorti l'année dernière, une série dont j'aurais aimé voir la suite, mais je crois que Nicolas Bedos a fini en tôle, donc je pense que c'est pas demain la veille qu'on verra une suite d'Alphonse.
malheureusement. En 8ème position, sans aucun doute, la pire déception pour moi de cette année, la saison 4 de The Boys. J'ai misé beaucoup sur cette série, je pensais qu'on allait être dans la pure continuité de la 3ème saison, je pensais qu'on aurait droit à un produit relativement intelligent, à savoir une série qui tape à peu près sur tout le monde, une série qui tape aussi bien sur les woke que sur les conservateurs. Je voulais voir une série avec le même niveau de pertinence que ce que j'ai vu pendant les premières, deuxième, troisième saisons. Et je sais que pour beaucoup, vous n'êtes pas d'accord, beaucoup m'expliquaient que non, The Boys, ça a toujours été ça a toujours été une série de gauche. Oui et non les gars, il y avait quand même un peu plus de subtilité. Regardez la première, deuxième, troisième saison, c'est quand même un peu plus nuancé. Le truc, c'est que la saison 4 est sortie au moment de l'année des élections, donc de 2024, élections Trump, Biden, tout ça machin, et on sent bien qu'ils ont voulu faire du forcing à mort, du forcing idéologique, pour montrer la menace Trump qui va débarquer en fin d'année. Sauf que là, c'est mal amené, c'est... Vraiment, on sent le downgrade de zinzin au niveau de la créativité, au niveau de l'intelligence, au niveau de la pertinence. Ça n'a strictement rien à voir avec les saisons précédentes. On l'a tous ressenti de toute façon, on l'a bien vu dans les commentaires, on l'a bien vu dans l'avis général, même si les notes, a priori, je crois, sur les sites, Rotten Tomatoes, tout ça machin, la saison 4 a de super notes, ce qui est pour moi assez suspect, mais bon, personnellement, je prends pas du tout ça en compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avis des gens à proprement parler, parce qu'il est beaucoup plus ancré dans le réel, beaucoup plus ancré dans les avis généralistes, hein, enfin, je me comprends, et cette saison 4, c'était une succession de malaises, notamment le coming out de Frenchie. Bref, ça fait 3 saisons qu'on nous vend leur relation, ça fait 5 ans qu'on se les farcit tous les deux, où ils font leur love story machin, et au moment où ils sont censés atteindre leur pic au niveau relationnel, on est limite au niveau mariage, boum, Frenchie se découvre son côté gay, et c'était complètement lunaire. Je ne parle pas de nombreuses scènes pareil qui sont complètement what the fuck, et même le traitement du protecteur a été plus ou moins foiré, enfin il est pas loin de cabotiner dans cette saison, hein, le protecteur, hein, même si il arrive à maintenir la barre, notamment au cours de l'épisode final. Je pense que, l'épisode final pour moi, c'est la scène finale, c'est ce qui sauve la série. Le moment quand Butcher fait la dinguerie avec les tentacules et que le protecteur fait son allocution à la télé en passant devant le président, ça j'ai bien kiffé. Ça c'était vraiment quelque part ce passage effaçait tous les défauts de cette saison. Tous ces clichés, j'arrivais presque à oublier le personnage de Sister Sage, qui est pour moi le perso le plus surcoté de cette saison, genre la meuf qu'on nous vend comme le mastermind, la meuf la plus intelligente de toute l'équipe, alors qu'en vrai elle fait absolument rien de ouf, rien de dingue. Maintenant que j'y pense, je retiendrai une scène qui a été plutôt réussie, c'est quand le père de Yui se réveille et a une espèce de maladie mentale, et en gros son fils lui injecte du composé V pour voir ce que ça fait, et quand le père est sous l'emprise du composé V, cette scène était juste terrifiante. Quand il se téléporte, passe à travers les corps, les murs, arrachent les cœurs, ça m'avait juste terrifié, c'était super angoissant, mais je retiendrai rien de cette saison, à part que c'était une succession de malaises, et effectivement, The Boys saison 4 mérite largement sa place dans ce top 10 des pires séries de l'année. En numéro 7, alors là je vais tirer sur l'ambulance, mais genre je vais tirer sur l'ambulance à la mitrailleuse lourde, je vais parler de The Acolyte, la série Star Wars, hein, que j'ai maté partiellement. C'était très pénible, hein. On sent bien que Disney, ils ont décroché la timbale, qu'ils ont trop de fric, donc ils s'en foutent, ils produisent uniquement des séries dérivées juste pour un petit peu garnir leur catalogue. Je pense qu'ils ont, de toute façon, je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils ont réussi à mettre en branle un montage financier où ils arrivent à retomber sur leurs pattes, même si c'est un échec, même si la série se fait flinguer, vu que ça passe en streaming, tout ça, que les gens payent un abonnement, c'est plus, vous savez, comme si vous payez. Je pense que si on mettait en place un système où on paye, et je pense qu'on devrait arriver à ça, ce serait bien qu'on arrive à un système où en gros on paye pour voir plutôt une série que tout un catalogue. Si on arrive à ce système, alors là les gars, on va voir la qualité des séries qui va exploser, parce que les créateurs n'auront pas d'autre choix que de bosser dur pour produire des bonnes séries. Or là, comme tout fonctionne sur un système généraliste, ils s'en foutent, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi, ils savent qu'ils seront bénéficiaires à la fin. Et The Acolyte est pour moi un exemple flagrant de cette époque, à savoir un grand studio qui domine intégralement Disney, Star Wars, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, les mecs ils sont au top du top du top de la chaîne alimentaire, donc ils peuvent se permettre de faire de la merde. Et The Acolyte est pour moi la véritable, incarne, on va dire, une partie des stigmates de cette époque. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce truc? Acting éclaté, effets spéciaux juste atroces, où est le budget? Carrie-Anne Moss, qu'est-ce que tu fous là? Vraiment, ça m'a fait mal de la voir là-dedans. Putain, passer de Trinity à ça, c'est terrible, hein. La meuf, on pensait qu'elle allait exploser avec Matrix, et puis finalement elle a été,
Bon, comment dire, on pensait qu'elle allait popper grâce à Matrix, et puis finalement, bah, elle se retrouve à tourner là-dedans, et ça faisait vraiment de la peine. Et cette série faisait de la peine en réalité, parce que vous lancez le truc, c'est... Vraiment, je me demandais systématiquement qu'est-ce que je foutais là, alors qu'à la base, je suis pas un grand fan de Star Wars, je suis pas un grand amateur, mais je l'ai regardé pour le principe, enfin du moins je me la suis infligée, et ça a été effectivement une torture, une souffrance, et vraiment, moi qui à la base ne porte pas spécialement Star Wars dans mon... je ne porte pas Star Wars dans une haute estime, je ne suis pas un grand fan de la licence, bah là je vais pas vous mentir, ça va pas m'aider à, comment dire, à avoir cette licence avec un œil un peu plus bienveillant, quoi, parce que vraiment c'est honteux, quoi, de proposer ça aussi bien aux fans qu'aux non-fans. On est très très loin de ce qu'on a vu par exemple dans les premières saisons de Mandalorian, quoi. Vraiment, c'est juste incomparable. En numéro 6, il faut que je reparle d'une autre série française, et là, je vais aller encore plus loin. Pour The Acolyte, là, c'était tiré sur l'ambulance à coups de mitrailleuse lourde. Bon, bien là, ce sera tiré sur une ambulance à coups de lance-roquette, à coups de lance-flamme, et l'ambulance, elle est remplie d'enfants orphelins, tirés d'une zone de guerre ou un truc comme ça. Il faut que je parle de la série Cat's Eyes, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais simplement poser une question. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi on produit ça en 2024 ? Vraiment, ça a été une succession de questionnements philosophiques, spirituels, pragmatiques, comptables, ce que vous voulez. J'étais pourquoi ? Pourquoi ? Et surtout, comment en 2024, une série pareille peut déjà avoir, comment on peut mûrir, comment on peut penser une série dans ce genre-là, et comment on peut oser diffuser un truc pareil à l'heure actuelle, en France, et en France on n'est pas spécialement des rois en termes de séries, loin de là. Oui, je sais, on a eu le Bureau des légendes, tout ça, mais encore une fois, les exceptions ne feront jamais les généralités. Et Cat's Eyes, on sent qu'il y a du pognon, on sent qu'il y a du fric, et c'est aussi une des questions que je me posais, c'est que on sent qu'il y a du blé, on sent qu'il y a des moyens. Pourquoi avec tous ces moyens vous produisez un truc pareil ? Pourquoi vous nous proposez une série filmée comme un téléfilm ? Pourquoi il n'y a aucune inventivité ? Pourquoi il n'y a aucune originalité ? Pourquoi les personnages sont pas attachants ? Pourquoi tout le monde joue mal ? J'avais l'impression de voir une espèce de Madame Web version française, quoi. Enfin, c'était très dur. Et ça me permet de rebondir sur un truc, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous, moi le premier, je suis le premier à dire qu'en France on ne sait pas produire des bonnes séries. Même si, encore une fois, je l'ai dit, on a produit Le Bureau des légendes, mais là, je parle de petites séries, je parle pas de grosses productions avec un gros acting, avec des scénaristes vraiment compétents, je parle de séries qu'on diffuse genre sur TF1. Bon, eh bien, on est quand même capable de produire des bonnes séries, parce que je l'ai bien vu, par exemple, avec HPI, qui n'est pas une mauvaise série. Elle n'est pas parfaite, je déteste le personnage principal, honnêtement, mais j'ai été marqué par la mise en scène, parce qu'il y a de l'inventivité, il y a de la créativité, il y a des bonnes idées, et il y a un bon acting, notamment du côté des flics. Les mecs font bien leur boulot, c'est des acteurs, des actrices qui, quand ils s'expriment, il y a des blancs, il y a des moments de silence, il y a des jeux de regard, il y a une certaine forme d'intensité dans le jeu, chose qu'il n'y a pas dans Cat's Eyes par exemple. Donc on est quand même capable de produire des bonnes séries qu'on diffuse à la télévision, quoi, genre sur TF1, des trucs comme ça, à heure de grande écoute, pour la famille. Donc on est capable de le faire, et je rappelle que HPI a été adapté aux États-Unis, et si vous voulez savoir si une série est bonne ou pas, renseignez-vous si elle est adaptée ou pas à l'étranger. Et généralement, quand les Américains achètent les droits d'une série française, c'est qu'elle vaut le coup. Et d'ailleurs, récemment, les Américains ont acheté les droits du Bureau des légendes, donc c'est la preuve que cette série est réussie. Et bref, je suis sidéré de voir que malgré les moyens, on n'est pas foutu de produire un truc moderne, fun, et surtout dans l'air du temps. En 2008, les Américains produisaient Breaking Bad. En 2005, Lost. En 2002, The Shield. Nous, en 2024, on produit Cat's Eyes. En 5ème position, Terminator 0, une série Netflix, enfin une série animée Netflix, sur l'univers de Terminator. Pour moi, il est temps qu'on arrête définitivement de surfer sur cette licence qui a déjà trop souffert dans les années 2010. Il est temps qu'on arrête. Pourquoi adapter... quel intérêt d'adapter Terminator en anime ? Personnellement, je suis pas spécialement un fan d'anime, à part des bons animes, comme par exemple Akira ou Ghost in the Shell, des trucs qui sont juste intemporels et qui sont pourtant sortis il y a plus de 30 ans. Ghost in the Shell, c'est sorti il y a 30 ans. Akira, ça date d'il y a 35 ans. Et ces trucs-là sont toujours aussi magnifiques. Or, Terminator 0, c'est moche et c'est laid, alors que pourtant, c'est tiré d'une licence, la licence Terminator. Ils ont quand même engrangé pas mal de pognon, je veux dire, avec ce personnage-là. J'oublierai pas, malheureusement, ces plans où on voit les personnages courir dans des couloirs de 50 km, avec des plafonds hauts de 500 mètres, c'est n'importe quoi. C'est... Ça ne réinvente en rien la licence, ça n'apporte absolument rien de plus à la saga. Il aurait mieux valu investir du fric dans un nouveau film Terminator, mais sans tout ce qu'on a vu dans les années 2010, quelque chose
quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de mature, quelque chose d'adulte, quelque chose quelque part qui se rapproche même pas du 3 ni du 2, parce que oui, j'ai apprécié le 3, j'avoue, quelque chose qui se rapproche, j'ai envie de dire, ou du 1, en mode horrifique, parce que le premier Terminator, en réalité, c'est un film d'horreur, c'est un film qui fait vraiment peur, quand on le regarde avec une certaine forme de recul, vraiment, mettez-vous dans le contexte de l'époque, c'était juste terrifiant, plus que le 2, parce que Schwarzenegger était un méchant dans le 1, c'était pas un gentil, alors dans le 2, bien sûr, on a le T-1000 qui est terrifiant, mais on va dire, il y a Papa Schwarzenegger qui est là pour nous rassurer, quoi, alors que dans le premier, ça rigole pas, quoi, c'est un mec indestructible qui veut défoncer tout le monde, quoi, donc c'était vraiment flippant, et, comment dire, ça aurait été bien de non pas spécialement reprendre la trame du 1 ou du 2, mais de revenir pourquoi pas au trop sous-côté Terminator Salvation, qui est sorti en 2009. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais du point de vue visuel, du point de vue esthétique, du point de vue des idées, on est quand même plusieurs crans au-dessus de ce qu'on a vu dans Genesis, dans celui-là, Dark Fate, et également dans la série, quoi. Pourquoi pas pourquoi pas nous proposer un Terminator vraiment basé dans le futur, où c'est le bordel avec les machines qui gèrent, etc. Alors bien évidemment, c'est ce qu'on a un peu dans Terminator 0, mais moi je voulais voir ça en film, pas en anime. Terminator a strictement rien à foutre dans un anime. Enfin, personnellement, c'est mon avis. Et surtout un anime comme celui-là, hein, qui sonne aussi cheap, loin de ce qu'on a vu autrefois dans d'autres animes. En quatrième position, encore une série française, une série hyper cringe, Culte. Alors, les Américains, en général, quand ils adaptent une série, c'est sur un moment historique, un moment clé de leur passé, c'est sur des personnages atypiques, c'est sur des soldats, des guerriers, des conquérants, des méchants, des criminels, des gens qui ont marqué l'histoire. Nous, en France, on produit des séries sur l'histoire du Love Story. Génial. Je n'ai jamais vu une série aussi malaisante et aussi mal foutue, parce que, en gros, plutôt que de baser à fond sur la comédie et l'humour, ce qui aurait été pour moi pertinent, ils ont misé à fond la carte du sérieux. Enfin, vous regardez Culte, vous avez l'impression de voir limite un épisode de 24 heures chrono. Mais, 24 heures chrono, ça parle de terrorisme, ça parle de trucs sérieux, ça parle de... C'est un sujet adulte. Or là, Culte, c'est une série sur la putain de télé-réalité. Ça parle d'Alexia Laroche-Joubert qui adapte un truc hollandais en France. Mais y a rien de ouf, tout le monde s'en bat les reins de ce truc. Et le pire là-dedans, c'est que c'est filmé en mode twist, avec des tensions, des cliffhangers. Genre les épisodes, ils se terminent par... les mecs, ils sont à fond sur la production de leur émission de merde, et puis ils reçoivent un coup de fil de la production, le mec, il décroche. Oh, la production annule la série. C'est foutu, et hop, générique, machin, et on repart après sur un autre truc, mais on est censé, on est censé rentrer là-dedans, on est censé s'y intéresser, on est censé avoir de l'affection, de l'empathie pour les personnages qui sont tous plus ou moins des baltringues et des gens qu'on n'a pas du tout envie de suivre. Vraiment, j'ai rarement trouvé des personnages autant antipathiques. La meuf qui joue Laroche-Joubert est juste insupportable. Elle m'a fait beaucoup penser à la meuf la fille d'Autumn dans Yellowstone, la nana qui a que des punchlines, la meuf forte et indépendante, hein, qui sait tenir la dragée haute aux mecs qui lui tiennent tête. On n'y croit pas une seule seconde parce qu'il n'y a aucun dialogue qui est vraiment pertinent, qui est vraiment... on ne retient absolument rien, et le pire là-dedans, c'est que les créateurs de cette série, ils ont eu l'outrecuidance de dire qu'ils s'étaient inspirés de Social Network, de Fincher pour produire ce truc. Quelle honte, quoi. Comme dirait Sarkozy, quelle indignité. Enfin bref, c'est marrant, parce que même si je suis pas spécialement fan du délire des années 80, revenir à la mode des années 80 avec Stranger Things, tout ça, bah honnêtement, je préfère 100 fois ça, plutôt que revenir sur la période la plus cringe des années 2000. Parce que franchement, le Love Story, c'est pas le truc le plus glorieux qu'on aura produit au cours de cette génération, quoi. En tout cas, vive la France, c'est génial, hein, produire une série sur Love Story. On attend avec impatience la série qui mettra en avant les coulisses de la Star Academy, ils en sont capables. On verra bien, en tout cas, pour moi, cette série, c'était juste infâme. Et heureusement qu'on n'a pas une deuxième saison, hein. Enfin, croisons les doigts pour qu'on s'en tape pas une deuxième. Parce que connaissant les loustiques, ils en sont capables. En deuxième position, il faut qu'on parle de la série dérivée The Walking Dead, The One Who Lives. Alors, en soi, la série n'est pas catastrophique, elle est juste mauvaise. Par contre, la saison 2 de Daryl Dixon, elle est exactement comme la première. Catastrophique, absolument tous les niveaux. Mais je voulais parler de The One Who Lives, qui est moins pire, mais qui est relativement douloureuse à supporter. Pourquoi ça ? Eh bien parce qu'on découvre à quel point le potentiel d'Andrew Lincoln a été littéralement massacré. Norman Reedus, c'est pas un acteur, c'est pas spécialement un bon acteur. Enfin, je veux dire, je le vois pas comme un acteur, je le vois comme une personnalité, comme un influenceur. Andrew Lincoln, je le vois comme un acteur. Et on s'en fout de Norman Reedus parce que, là, sa notoriété, il la doit à ses cheveux longs, à son arbalète, à son personnage qui grommelle, tout ça qui est taciturne. Ok, mais Andrew Lincoln, il était absolument fantastique dans tous les rôles qu'il aura incarnés.
Et il en a pas incarné beaucoup en réalité, mais il était toujours bon, et il était juste exceptionnel dans le rôle de Rick Grimes. C'est un mec qui a l'acting dans le sang, c'est un acteur anglais, hein, un pléonasme, parce que les acteurs en général, enfin les Anglais, pardon, sont généralement de très bons acteurs, ils ont une très bonne école, ils peuvent tout faire, ils peuvent changer d'accent, ils peuvent tout faire, effectivement. Parce qu'à la base, Andrew Lincoln, c'est un mec natif de Londres, avec son accent londonien, tout ça, et pourtant il a su donner de l'épaisseur à un personnage qui, à la base, vit dans le sud des États-Unis, quoi, un flic géorgien, tout ça, un flic dans l'état de Géorgie, pardon, parce que Géorgie, on peut penser au pays, tu vois, mais il a su apporter de la vie à son personnage, qui à la base, enfin je me souviens en 2010, quand j'ai découvert, quand j'ai vu qu'ils allaient prendre Andrew Lincoln pour Rick Grimes, j'ai gueulé, j'étais un gros fan du comic, je me suis dit mais non, mais voyez bien qu'ils sont pas ressemblants, ça va pas du tout le faire, on veut pas d'un acteur qui est une espèce de beau gosse, qui tourne dans des séries, dans des films pour, des films romantiques, tout ça, comme on l'avait vu dans L'Arnaqueur, c'est un de ses premiers rôles, un de ses premiers grands rôles. Et du moins un de ses derniers grands rôles, je veux dire, avant qu'il touche à la notoriété via Walking Dead. Et le truc, c'est qu'on a tous été bluffés par le jeu d'Andrew Lincoln, il était juste fantastique, et il l'était toujours. Il l'était dans The One Who Lives, il était toujours exceptionnel dans le rôle de Rick Grimes. Le problème, c'est que son rôle a été massacré, taillé à l'âge par la mise en scène, par le mélo incessant et juste... mais vraiment, mais insupportable. Enfin, j'ai pas d'autres mots, je suis désolé. Enfin, je pourrais avoir des mots plus dramatiques, hein, plus violents, mais ça me ferait, je pense, démonétiser la vidéo. Mais, je trouve ça honteux que la production ait massacré cet acteur, et le problème, c'est que Andrew Lincoln n'a pas eu d'autre choix, étant donné qu'on lui propose plus que ça. Parce qu'il a été tellement bon dans son rôle que, pour le public, Andrew Lincoln égale Rick Grimes. Donc le mec ne pourra plus jamais rien jouer, c'est fini pour lui. Il est obligé de rester cachetonné dans The Walking Dead, on va peut-être le revoir dans un autre spin-off. Enfin, malheureusement, on risque de le revoir là-dedans, mais c'est douloureux pour moi, parce que d'un côté, il a plus le choix, il est obligé de tourner que là-dedans, parce qu'il ne sera plus jamais engagé dans autre chose, vu que le public l'affiliera directement à Rick Grimes. Donc c'est foutu, aussi talentueux qu'il soit, malheureusement le public a décidé, malheureusement le public a décidé, et c'est ça le problème quand vous jouez dans une série et que vous êtes trop bon, vous serez éternellement affilié à une série. Pour le cinéma, c'est plus compliqué. Vous pouvez switcher de rôle, etc. Vous pouvez toujours retomber sur vos pattes. Mais alors, une fois que vous êtes affilié à un rôle dans une série, c'est foutu. Les gens vous verront que comme ça. Et Andrew Lincoln, on ne le voit que dans le rôle de Rick Grimes. Et il était très bon dans The One Who Lives. Le problème, c'est que la série était nulle, comme d'habitude, comme tout ce que fait Walking Dead du côté, après la saison 6 et du côté des spin-offs. Aucune cohérence, aucune intelligence, que l'histoire du CRM dans ce bat les reins, il y a des moments complètement lunaires, hein, le combat final contre le méchant qui est incarné par Terry O'Quinn, celui qui faisait Locke dans Lost, c'était cool de le revoir, mais bon, le train est passé, quoi, Michonne, celle qui joue, moi personnellement j'ai jamais pu l'encadrer parce que elle surjoue son rôle. Là pour le coup, la meuf qui joue Michonne dans la série, elle a pas du tout su capter l'essence de la Michonne du comics, hein. C'est pas du tout le même personnage, hein, mais je préfère 1000 fois, et paradoxalement c'est ça, je préfère 1000 fois la Michonne du comics et 1000 fois le Rick Grimes en série par rapport au comics, qui pourtant est génial, hein. C'est vraiment un exemple, hein, le Rick du comics. Mais Lincoln a mis la barre tellement haute que bon voilà. En tout cas, The One Who Lives a été pour moi une épreuve, une véritable douleur, c'était beaucoup moins douloureux du point de vue de la forme que Daryl Dixon, parce que Daryl Dixon, je perdais des neurones à force de voir ce truc, je me demandais ce que je foutais. Je pense que les showrunners, ils trollent un petit peu sa fanbase en mode, on va voir jusqu'où on peut aller, en termes de conneries, en termes de n'importe quoi, on va voir s'ils vont continuer à suivre. Mais The One Who Lives, ça a été douloureux dans le sens où je voyais le downgrade de Lincoln, qui tient bon, il est toujours aussi talentueux, toujours aussi intense, mais il est télescopé dans un truc, c'est comme si vous voyez, je sais pas, Al Pacino, période Carlitos Way, cachetonné avec Steven Seagal dans un nanar tourné en Europe de l'Est, quoi. Vraiment, c'est douloureux de voir ça, c'était douloureux de voir Andrew Lincoln dans cet exercice, et c'est, j'espère, la dernière fois qu'on le verra là-dedans. Il mérite mieux, il mérite tellement mieux. Et enfin, pour terminer, en numéro 1 de cette liste, La Cage. Série française, Netflix, MMA français, hein, vraiment, le MMA français, c'est terrible à quel point c'est devenu un repère de cassos, ce truc, quand je vois le cirque autour de Doumbé, tout ça, mais quand je compare avec ce qui se passe aux États-Unis, dans les autres pays, c'est n'importe quoi. Alors en soi, moi je m'en fous du MMA, hein, j'aime pas les sports de combat, tout ça, mais quand je regarde ça, honnêtement, le MMA français, mais c'est douloureux, quoi. Franchement ça fait mal, quoi. On est loin de l'époque où Jérôme Le Banner il cassait des bouches, je sais pas, au Pride ou j'en sais rien, au Japon, c'était beaucoup plus intéressant. Nous j'ai l'impression que tout ce qu'on touche, on le beaufise, on le racaillisse, c'est l'un ou l'autre. La France, systématiquement, dès qu'elle touche quelque chose, c'est où ça se beaufise, ou ça se racaillise, ou ça s'embourgeoise. On peut pas avoir de normalité, c'est dingue. Et donc, série française,
Netflix, MMA et surtout Franck Gastambide, à la réalisation et à l'acting. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Alors j'ai déjà fait une critique sur La Cage, mais pour résumer en gros cette série, c'est le truc le plus naze que j'ai vu cette année. Vraiment, pour la fin de l'année, c'est tombé pile poil. Limite, si vous êtes fan de MMA, tout ça, que vous aimez les bonnes séries, les séries matures, intelligentes, machin, de combat, de baston, matez plutôt Kingdom. Matez Kingdom d'urgence. Si vous n'avez pas vu cette série et que vous aimez le MMA, ne matez surtout pas La Cage. Matez Kingdom. Je pourrais passer des heures et des heures à critiquer La Cage, vraiment, tellement c'est mauvais, tellement c'est mal joué, tellement c'est juste un best-of, cette série, c'est un best-of. Enfin, Gastambide, il a fait un mix de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a aimé. Le film Warrior, dont d'ailleurs on a l'impression qu'il essaye de singer Tom Hardy avec son bonnet, quoi. Bien essayé, Gastambe, on t'a cramé. C'est un mix également de Creed, jusqu'au héros et sa meuf. C'est quasiment un copier-coller de Michael B. Jordan et Tessa Thompson. Concernant le reste, il y a un peu de mix entre la série Kingdom, un peu de KOTS ou je sais pas quoi, les mecs en Scandinavie qui se tapent sur la gueule à coups de poing sans protection machin. Un mix avec ce qu'on a vu dans diverses séries, divers films de baston, le monologue du sensei. Gastambide a réussi à ramener Georges Saint-Pierre, qui est très mauvais en termes d'acting, mais ça c'est pas sa faute, hein. C'est un combattant, le mec il est payé pour casser des gueules, il est pas payé pour jouer. Bon, c'est un Québécois, donc il y a l'accent qui n'aide pas évidemment, hein. Je suis désolé, hein. Je sais pas, Georges Saint-Pierre, même atteint d'un Covid long, combo grippe espagnole, en fauteuil roulant, il pourrait me défoncer alors que je suis à mon prime du point de vue physique en quelques secondes. Je reconnais le talent de cet homme dans ce qu'il fait, mais par contre en termes d'acting, voilà, c'est pas ça, parce que il est mal géré, mal cadré. Enfin non, c'est même pas ça, je pense, parce que Gastambide a ramené également John Jones, et John Jones joue bien, même si Gastambide, vraiment, mais cette scène lunaire où le héros découvre John Jones dans la bagnole, où John Jones lui fait son speech, ouais, tu sais, ton coach il pense à toi, ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il lui dit, et il fait l'autre, mais vous êtes qui? Et là il se retourne, je suis John Jones. Enfin, on aurait cru, genre le mec il dit je suis Batman ou je sais pas quoi, on aurait dit une scène d'Avengers, mais pour le coup, John Jones ça passait quoi. Le ton, la phrase, le fait qu'il parle anglais, je sais pas, mais ça passait nickel. Il y avait une authenticité. Mais quand Georges Saint-Pierre parle, on n'y croit pas, quoi. L'accent québécois déjà d'une, puis deuxièmement, on sent que le mec est cool, on sent qu'il est chill, il était pas complètement dedans. En tout cas, c'était sympa de sa part de participer là-dedans. J'aurais préféré le voir pour le coup dans Kingdom, le Georges Saint-Pierre. Mais bon, voilà, en tout cas... Bon, là, je rentre pas dans les détails, vraiment, parce qu'il y aurait des tas, trop de choses à dire pour La Cage. En fait, si vous voulez réussir une série, regardez La Cage, vous verrez exactement ce qu'il ne faut pas foirer. Et mention spéciale au héros qu'on voit au début faire son footing, le gars qui est bien en galère, hein, qui a besoin d'argent et tout, qui veut percer dans les MMA pour réussir. Le mec, il s'entraîne rue de Rivoli. Voilà, dans un des quartiers les plus bourges de Paris, on est très loin du côté ghetto, qu'on nous a toujours sorti dans les films de combat, de baston, tout ça, où généralement le héros, c'est un prolo issu des classes populaires, qui habitent dans des banlieues sordides, des trucs comme ça. Le mec, il en chie pour grimper les échelons, il a une vie à la dure. Or là, on voit notre héros courir rue de Rivoli, où il y a que des millionnaires. Enfin bon, bref, c'était série très cringe, très malaisante, très mal fait, très mal joué, En gros, une bonne série française qu'on a malheureusement un peu trop l'habitude de produire. Voilà mes amis, j'espère que ce top vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je veux votre top pire série de l'année. Partagez-moi vos déceptions, partagez-moi votre peine, il faut qu'on exorcise ça ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, plein de bisous à tous, ciao.